Cosa Vostra. Les valeurs, elles doivent se ressentir à tout moment quand tu es au contact du service client, du packaging, de n'importe quelle personne de la boîte, de n'importe quelle publicité. Nous, c'est ambition, passion, résilience, détermination. On l'a imprimé sur tous les murs de la boîte. Et les valeurs, c'est assez simple à définir. Pour les trouver, vous interrogez les gens autour de vous en tant que fondeur et vous leur demandez quels sont les mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi. Et vous allez voir qu'il y a des patterns qui vont ressortir. Les gens pensent toujours aux mêmes mots. Ils vont dire « Ah, toi, t'es vachement déterminé, passionné, ou toi, t'es comme ci, comme ça. » Et la plupart du temps, c'est les valeurs de votre marque parce que c'est ce qui fait votre authenticité. Et ce qui est exceptionnel, c'est que quand vous avez défini une promesse, une mission et des valeurs qui sont alignées avec ce que vous êtes, que vous ne vous travestissez pas, personne ne pourra vous copier. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier et j'ai un grand plaisir parce que j'avais adoré cet épisode, c'est que je reçois aujourd'hui Anthony Bourbon qui est le fondateur de Feed. Salut Anthony, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Vous avez peut-être, et si c'est pas le cas, il faut absolument le faire, entendu Anthony dans l'épisode numéro 101 de Génération Do It Yourself de mon associé Mathieu Stéphanie, qui était passé il y a un an en octobre ou novembre 2019. Donc c'est intéressant parce que c'est presque un catch-up qu'on peut faire si vous l'avez entendu. C'est une histoire qui est vraiment passionnante. Un personnage qui est très inspirant, vous l'entendrez dans Génération Do It Yourself, mais je vous recommande vraiment cet épisode. Si vous ne connaissez pas Feed, c'est une boîte qui a été fondée en 2019 et qui permet c'est de la nutrition pour aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs personnels, quels que soient leurs objectifs, gagner du temps, perdre du poids, se nourrir sainement avec des repas équilibrés. Feed est distribué en GMS, en retail et en direct to consumer sur leur site. C'est aujourd'hui un peu plus d'une trentaine de références, alors qu'il y en avait une cinquantaine il y a un an. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant qu'on pourra creuser, la rationalisation de l'offre. Vous êtes distribué dans 5000 points de vente. Il y a une fondation qui s'appelle Feedback, qui aide les jeunes qui veulent changer de monde, dont on pourra parler dans une seconde. Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec toi. Je suis très heureux de te recevoir, bienvenue. Mais le premier, c'est l'importance du why, qui est un travail que vous avez mené, on en parlait à l'instant, mais fin 2019 et en 2020. Et le why, on y a travaillé aussi chez Cosa Vostra, donc ça me parle cette année. Le why, c'est la plateforme de marque, la brand plateforme, où est-ce qu'on va, à quoi on sert, quelle est notre promesse, notre mission. Donc ça, c'est intéressant. J'aimerais parler un tout petit peu de la distribution. T'as un avis sur la GMS et tu nous le donneras. Et enfin, comme je le disais, du choix de produit, vous êtes passé de 50 ref à 35 pour rationaliser, pour viser de la renta. Et voilà, bienvenue. Merci. Je suis très heureux de te recevoir, je l'ai dit. Là, en fin d'année dernière, vous distribuiez principalement... Vous distribuez, c'est juste, hein ? Ouais, ça se dit, ça passe. Principalement en France, un peu en Europe. Vous annonciez être en phase d'une troisième levée de fonds, je crois. Elle s'est faite, ça a avancé ? Elle s'est faite début 2020, juste avant le Covid. Donc encore une fois, on a été chanceux parce que si on l'avait fait un peu plus tard, ça aurait pu s'annuler. Ouais. Toujours important le timing et on sentait, ça fait un peu bullshit, mais c'est vrai que ça commençait à se tendre. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de grosse crise. Le marché du VC devenait un peu compliqué et on avait précipité la fin de la levée de fonds alors qu'on aurait pu lever plus. Mais on avait décidé de prendre ce qu'on nous avait déjà proposé. Et heureusement, parce que sinon l'année 2020 aurait pu être beaucoup plus compliquée si on n'avait pas levé cet argent. Donc on a eu la chance de lever au bon timing. Pourquoi cette troisième levée ? Accélération, rationalisation, internationale, c'est quoi le but ?
Accélération, internationalisation, on avait à date que des investisseurs français. On avait des BA, Sensei Ventures, on avait Utopia, on avait Alven, qui sont des beaux fonds français. Ouais, super. Et là, on avait envie d'aller lever à l'international, montrer que Feed, c'était pas juste une petite boîte française, mais qu'on pouvait prétendre à avoir une awareness, une notoriété internationale. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Vous êtes allé chercher. En fait, ils sont venus à nous, c'est assez bizarre. On a fait une levée de fonds où on avait pris des banquiers d'affaires, donc on a rencontré plein de monde, et au final, on a levé avec ceux qui étaient venus nous voir d'eux-mêmes quelques mois avant la levée. Donc on a vraiment perdu du temps, entre guillemets, pendant 4-5 mois à rencontrer plein de monde pour au final repartir avec ceux qui, naturellement, nous avaient contactés via LinkedIn. Ok. Via LinkedIn ? Ouais. Putain, c'est magique. C'est sur LinkedIn qu'ils nous avaient contactés. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais pas de LinkedIn à l'époque. C'est les investisseurs qui m'avaient imposé d'en avoir un. Et ils avaient contacté un BA à moi en disant on aimerait parler avec Anthony, est-ce que vous pouvez nous faire une intro? Donc c'est vraiment eux qui avaient fait cette démarche. Putain, c'est très très excitant ça quand tu es du côté de ton côté de la table. Ouais. Mais bon, revenons peut-être à la base. C'est quoi Feed ? Feed, c'est une start-up qui propose de la nutrition pour aider les gens à atteindre leurs objectifs personnels. Donc on le fait avec différentes gammes. On a une gamme de remplacement de repas pour les personnes qui sont pressées et qui n'ont pas toujours le temps de faire un repas équilibré ou qui n'ont pas envie de cuisiner, qui n'ont pas envie d'aller faire les courses. Et puis à côté de ça, on a une gamme de snacking où là vraiment on va apporter une fonctionnalité simple et efficace avec de l'énergie, de l'immunité, du focus et des nootropics pour se concentrer quand tu travailles. L'objectif, c'est vraiment que les gens, quels que soient leurs objectifs, ils puissent se dépasser au quotidien. Je connaissais moi les repas, donc sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau ou le truc que je consomme le plus de ready to drink, RTD, ça reviendra peut-être pendant la conversation. Je connaissais aussi les bars, mais qui remplaçaient des repas. Je connaissais moins les snacks. Il y a des snacks pour se concentrer. Exactement. On prendra avant les épisodes. Le repas, il y a plusieurs formats. Comme tu l'as dit, on a bar, boisson liquide déjà préparée et de la poudre à mélanger dans un shaker. Ça, c'est vraiment quand tu veux remplacer petit déjeuner, déjeuner ou dîner. Alors on a différentes gammes, on a une gamme sport pour les sportifs, une gamme light pour ceux qui veulent perdre du poids, une gamme originale pour les consommateurs, on va dire lambda. Et oui, les snackings, c'était une vraie demande des consommateurs. Quand tu as une petite faim, alors là c'est 100 calories, c'est des mini bars ou des mini crunchy, enfin différents formats qui sont hyper gourmands. Et là l'objectif c'est vraiment d'aller chercher le plaisir, d'aller chercher une mini satiété immédiate avec une fonctionnalité qui est concrète et qui est facile à comprendre. Donc les consommateurs vont le prendre soit parce qu'ils veulent une multivitamine, soit parce qu'ils veulent un shoot de concentration ou un shoot d'énergie. C'est vraiment très ponctuel et ça marche fort. C'est quelque chose qui est en demande, ce qu'on appelle la functional food. Donc c'est vraiment la nutrition avec une finalité, une fonction. La functional food sur ce marché de cette smart food qui est en pleine explosion. Exactement. Actuellement. Vous avez des concurrents en France ? En France, on n'a pas de concurrents. On a des Américains qui sont très présents, qui s'appellent Soylent. Et on a Huel, Huel, qui est anglais. Et qui les deux cartonnent et nous on est les troisièmes, donc c'est un peu la guerre entre France, US, UK. Et c'est intéressant parce que chacun le fait à sa manière. Donc il y a les Américains qui le font avec des OGM à tir-larigot, les Anglais qui le sur font... Soylent. Soylent c'est rempli d'OGM et c'est pas une critique, ils s'en vantent, hein, c'est vraiment, ils disent we are pro-GMO et ils vendent que l'humain devrait pouvoir s'autosuffire dans un laboratoire, tu vois, c'est vraiment leur postulat de base. Quand Huel a vraiment une vision fonctionnelle à 200% et il se préoccupe pas du goût, c'est-à-dire que vraiment si tu veux manger ça, faut vraiment être motivé. Un Français peut pas le manger. Mais ça cartonne, Huel, non ? Et ça cartonne au UK et aux US, ça fait pas loin de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est fat. Parce que les mecs ne s'intéressent pas au goût. Et nous, quand on arrive dans ces pays où on leur donne vraiment de l'organoleptique, donc une barre qui est réfléchie, ils adorent. Donc c'est plutôt intéressant pour nous parce qu'ils démontrent. Attends, excuse-moi, de l'organoleptique, c'est une barre qui ? L'organoleptique, c'est le goût en fait. C'est est-ce que c'est bon, est-ce que ça sent bon, la texture. C'est vraiment le plaisir que tu vas avoir quand tu consommes ta barre. Et du coup, Huel et Soylent nous démontrent que c'est un marché tellement pragmatique et concret
que les gens sont pas là forcément pour prendre du plaisir, mais pour avoir un objectif final. Et nous, on essaie d'y mettre la touche à la française, où vraiment on va essayer que ce soit le plus agréable possible. Et c'est pour ça qu'on arrive à bien pénétrer les pays. Là, on va lancer les US et on est attendu, j'ai envie de dire, assez chaleureusement par les consommateurs, parce que quand on fait des testings, avant d'ouvrir un pays, on fait évidemment des centaines et des milliers de tests. Et unanimement, les gens préfèrent les produits feed. Et c'est pour ça que c'est une chance d'avoir commencé en France, qui est le pays le plus compliqué pour la nutrition, parce qu'en fait, on a eu tellement de retours clients et tellement de détracteurs que ça nous a obligés à toujours nous améliorer en termes de goût et de R&D. Donc, comme d'habitude, tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié vide, tu dirais, ah là là, on a passé 3 ans à galérer en France, alors que si on avait commencé dans un autre pays, on aurait pu faire plus de chiffres. Mais si tu le vois à moitié plein, tu te dis, quelle chance d'avoir eu tous ces retours très exigeants des consommateurs, parce que ça nous a permis de nous... c'est un niveau d'exigence élevé sur le... Incroyable, vraiment, c'était des retours et nous, on adorait parler avec nos détracteurs, passer du temps avec les haters, parce que du coup, on prenait leur feedback, évidemment quand ils étaient constructifs, et ça nous permettait de nous améliorer et d'upgrader notre produit. Et aujourd'hui, on est prêt à pouvoir ouvrir internationalement. Est-ce que tu vois les mentalités changer ? Petit à petit. Pardon, je sais plus si je l'ai dit en intro, mais vous vous êtes fondé en 2017, vous faites 2 millions l'année 1, ce qui est énorme pour une première année, 7 millions l'année 2, 12 millions l'année 3. En 3-4 ans, du coup, le marché évolue et les mentalités aussi ? Ça, disons que c'est notre communication qui a changé, et il faut toujours assumer ses responsabilités et pas se dire le client est con, il est désagréable et tout, parce que t'avances pas et tu t'améliores pas. Moi, j'essaie toujours d'être 100% responsable de ce qui m'arrive, de nos victoires et de nos échecs. Et si au début les consommateurs n'étaient pas prêts à consommer ce type de produit, c'est peut-être parce qu'on leur a porté de la mauvaise manière. Et aujourd'hui, on a fait évoluer cette communication en leur disant, on n'est pas là pour remplacer vos repas bêtement et simplement, on est là pour remplacer vos repas et vous offrir quelque chose en plus, une fonctionnalité. Donc soit vous allez gagner du muscle, soit vous allez perdre du poids, soit on va vous mettre des nootropics dans votre boisson de manière à ce que vous puissiez plus vous concentrer. Et on leur a expliqué ce qu'ils pouvaient gagner grâce à Feed. Du temps pour travailler, du temps pour faire du sport, pour lire un bouquin, pour écouter un podcast, pour pouvoir voyager plus, pour passer du temps avec sa famille. Et là, les gens ont commencé à comprendre qu'on n'était pas... notre mission, c'était pas de s'opposer à la nutrition traditionnelle, mais plutôt d'offrir une alternative qui leur permettait de faire autre chose de leur temps. Il y a un graphique qui est génial, qui est assez vieux d'ailleurs, je le mettrai sur le site, mais qui montre petit Mario qui mange je sais plus ce qu'il mangeait, et devient un grand Mario. Et le graphique dit bien que tu ne vends pas la pilule, le machin qu'il mange, mais tu vends le fait qu'il devienne plus fort. Donc c'est intéressant. Au bout de 3 ans, en fait, vous avez commencé à expliquer à quoi servait Feed. Exactement. On avait une vision très produit au début et c'était une erreur. On disait nos repas sont parfaitement équilibrés, ils sont véganes, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Et quelque part, les gens, ça les intéressait pas parce qu'une marque d'eau, elle te dit pas ça va vous hydrater quand tu bois. Elle va te vendre la jeunesse éternelle ou l'eau puisée au fin fond des volcans. Enfin, tu vois, il y a toujours un storytelling derrière qui est ancré et qui te permet d'aller plus loin. Et de la même manière, Apple, là où ils étaient très bons, c'est qu'ils te vendaient pas un iPod en te disant il y a 350 gigas de RAM et un disque dur de X octets. Ils te disaient t'as 1000 musiques dans la poche. Et du coup, c'était beaucoup plus clair pour le consommateur parce qu'il disait ah ben ouais, j'ai 1000 musiques dans la poche. Nous, c'est pareil en fait. Maintenant, quand on vend une barre, on dit pas t'as des protéines, des lipides, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux et oligo-éléments, mais t'as une heure temps en plus. T'as une heure pour faire du sport, t'as une heure pour voir tes amis, t'as une heure pour te développer. Et ça, vraiment, ça a été beaucoup mieux compris et on le ressent à tous les niveaux, que ce soit dans nos repeats, dans notre MPS, dans la satisfaction, dans tous les métriques importants qu'on suit au quotidien. T'as dit NPS, on est d'accord ? Ouais. Ok, j'ai cru M. Je me suis dit, tiens, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Mais on va apprendre quand même. Mais restons là-dessus, c'est hyper important. Chers auditeurs, je vous conseille de lire, mais tout de suite, filer dans une bonne librairie française ou sur Amazon, acheter le Why de Simon Sinek. Je pense que c'est la base. Et d'ailleurs, ça m'étonne que vous l'ayez fait au bout de 3 ans, mais c'est la base d'écrire sa brand plateforme et d'écrire à quoi on sert. Comment vous êtes pris pour le faire ?
C'est vrai, au début, on a vraiment été dans l'exécution pure et dure. Et on a fait la plupart des erreurs classiques de start-upper. Donc c'est une vraie chance parce qu'aujourd'hui, je peux, quand j'investis dans les startups ou que j'en accompagne, vraiment leur dire voilà toutes les erreurs que j'ai faites, vous devriez vraiment y faire attention parce que moi j'ai vu les impacts que ça a eu sur mon business, sur mon évolution. Donc voilà ce que je vous invite à faire. Et c'est une vraie chance au final d'avoir fait toutes ces erreurs et notamment de s'être rué sur l'exécution vraiment presque automatisée avant de réfléchir à quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on fait là. Et on le savait au fond de nous, mais on l'avait jamais posé sur papier, on l'avait jamais exprimé. Et il y a un vrai changement quand tu commences à recruter beaucoup de monde, parce que quand t'es 10, 15, tout le monde bosse dans la même salle, et du coup tu peux transmettre oralement, c'est un peu comme la religion, tu vois, c'est une transmission orale de tes préceptes. Mais le souci, c'est que quand tu commences à être 40, 50, 70, le founder ne peut plus rayonner sur tout le monde et il peut plus ruisseler son énergie sur les autres profils. Et donc si tu l'as pas écrit, et là ça devient une religion écrite, si tu l'as pas posé dans un bouquin, ça se perd. Et donc c'est ça qui était super intéressant, c'est que nous au bout de 2 ans, 3 ans, on a commencé à observer que les nouveaux entrants, les nouveaux qui étaient onboardés, ils étaient pas dans l'ADN feed, ils travaillaient pas de la même manière, ils avaient pas les mêmes réflexes. Et au début, je me disais, c'est bizarre, ils arrivent pas à s'intégrer. Et j'ai compris une fois de plus que tu es toujours responsable de ce qui t'arrive. Et donc, je me suis remis en question en me disant, comment je pourrais faire pour que ces nouveaux aient la même énergie et la même détermination que les premiers arrivés? Eh ben, il faut que je leur explique ce qu'on fait chez Feed. Et c'est là qu'on a commencé le travail. Et en parallèle, on voyait que même à l'extérieur, auprès de nos clients, on commençait à se faire vachement bâcher, que les gens comprenaient pas ce qu'on faisait, pourquoi on faisait ce produit. Alors que nous, c'était plutôt noble comme démarche, c'était pas du tout mercantile, mais on n'arrivait pas à le transmettre. Et donc là, on s'est posé tous ensemble et on a dit, bon, on va expliquer une bonne fois pour toutes ce qu'on fait chez Feed. Parce que ça va bien plus loin qu'une simple barre, qu'un simple repas. Il y a une véritable histoire qui est belle, qui est saine, et il faut la raconter. Ok, vous êtes fait accompagner pour le faire ? On a pris au début des freelances, après on a pris une agence. On a galéré pour trouver la bonne personne, honnêtement, parce que je pense que ce qui est paradoxal avec la plateforme, la brand plateforme, la bible de marque, c'est que ça doit venir du fondateur et des équipes, parce que c'est eux qui ont les réponses, mais ils doivent accoucher avec l'aide de quelqu'un d'autre qui va leur poser les bonnes questions. Et c'est marrant parce que moi je l'observe, je suis très très bon honnêtement pour le faire avec les autres. C'est-à-dire que quand je investis dans une boîte, premier atelier qu'on fait, c'est une demi-journée, workshop, brand plateforme, et mon objectif c'est que la personne, le founder, pleure en me racontant quelque chose. Parce que ça doit être hyper personnel et on doit vraiment aller chercher au plus profond de l'humain, parce que c'est l'histoire du founder qui va se transférer sur la boîte. Et c'est la différence entre la promesse et la mission, on en parlera sûrement plus en détail tout à l'heure, qui fait que oui, ta boîte, elle doit avoir une mission très claire et concrète que tu peux expliquer en une phrase. Nous, Feed, par exemple, la mission, c'est aider les gens à se dépasser ou à dépasser leurs objectifs par la nutrition. Donc en faisant des produits, des bars, tout le monde a compris. Mais il y a aussi l'aspect promesse qui est un peu plus bird view, qui va au-delà. Et là, c'est personnel, c'est quelque chose que tu pourras jamais atteindre. C'est une sorte de but où tu devras courir après inlassablement. Et la promesse de Feed, en l'occurrence, c'est essayer de construire une société basée sur la méritocratie. Donc ça fait du lien avec le produit parce que les gens doivent se dépasser et donc au mérite, ils doivent réussir à atteindre leurs objectifs. Et en même temps, ça fait du lien avec mon histoire personnelle qui est, je viens d'un milieu très défavorisé, mon père était contrôleur de train, ma mère vendeuse, j'ai pas fait les grandes écoles comme la plupart des fondateurs de Paris et donc j'ai dû me battre à chaque étape de réussite de Feed et j'ai envie de renvoyer l'ascenseur aux gens qui comme moi ne remplissent pas les bonnes cases mais ont néanmoins l'envie, la passion, la résilience pour pouvoir y arriver. Et du coup, ça devient quelque chose de plus global et ça anime toute l'équipe. Rappelle-moi ta mission. La mission, c'est aider les gens à dépasser leurs objectifs grâce à la nutrition. Ok. On est quand même très loin entre le mission et les promesses. Ouais, mais quelque part, c'est relié quand même parce que la méritocratie et le fait de se dépasser passent par des petits actes du quotidien. Je crois pas du tout au talent immédiat où tu vas faire un exploit dans ta vie. Pour moi, être quelqu'un d'exceptionnel ou avoir une vie talentueuse, c'est des petites actions répétées inlassablement. C'est-à-dire qu'il y a personne qui devient riche du jour au lendemain, personne qui devient fort du jour au lendemain, personne ne gagne les JO du jour au lendemain. C'est une succession d'entraînements et Feed,
c'est vraiment ce qu'on observe quand on parle à nos clients. Ils se mettent dans un mindset en consommant la barre. Quand ils ouvrent une barre, c'est pas juste pour avoir un repas, avec les mots surtout qu'on a mis sur le packaging qui vont essayer d'être motivants, oser, entreprendre, réussir. C'est une manière de se dire, allez, je mange feed, faut que je fasse attention, je suis healthy, je me mets dans un bon mindset, faut que je travaille plus, faut que je voyage plus. Tu vas atteindre tes objectifs. Et vraiment, l'objectif, c'est pas de juste travailler, gagner de l'argent, parce que ça nous est souvent reproché sur les réseaux, vous êtes des esclavagistes et tout. Pas du tout. On a pas mal de consommateurs qui mangent feed juste pour faire du sport. D'autres, c'est pour jouer d'un instrument de musique et pouvoir faire des cours entre midi et 2. Encore d'autres, c'est pour écouter des podcasts ou des bouquins et se former sur l'entrepreneuriat. Il y a vraiment tous les profils qui rejoignent cette aventure, mais le dépassement personnel mène à la méritocratie, et la méritocratie mène à renouveler la société. Et je sens vraiment, pour être, on va dire, le pont entre deux mondes, le pont entre le monde des investisseurs et les grandes familles, les LPs qui ont beaucoup d'argent, et le monde des entrepreneurs, mais d'en bas, les vrais entrepreneurs, pas les entrepreneurs qui ont fait les grandes écoles et qui ont 10 millions de love money quand ils lancent un projet, les vrais entrepreneurs qui galèrent et qui font un autre job à côté. Du daily grind. Ouais, voilà, vraiment qui sont en train de bootstrap pour leur petit projet. Ben, ces gens-là, ils ont une envie de revanche, et il y a une haine positive qui est en train de monter à tous les niveaux de la société, et je pense que dans quelques années les choses vont évoluer, et on ne pourra pas rester dans un format, une structure où il y en a quelques-uns qui sont chanceux parce qu'ils sont bien nés et qu'ils ont les bons contacts et qui vont littéralement préempter tout un milieu et préempter un domaine comme les startups. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand il y avait les traders dans les années 80. C'est les riches qui en ont profité. Après, il y a eu le milieu de l'immobilier. Après, il y a eu la bulle Internet. Là, il y a la bulle, entre guillemets, des startups. Et qui en profite ? Les investisseurs et les start-upers qui ont fait les grandes écoles, parce qu'ils sont dirigés vers ces cases-là en leur disant, les gars, il faut y aller, il y a du cash out à faire, il y a des grosses levées. Et ça, c'est injuste, parce que moi, je vois beaucoup de super entrepreneurs qui sont jeunes, qui n'ont pas les codes et qui n'ont pas les contacts, et qui viennent me voir en me disant, putain, regarde, j'ai un super projet, je bosse comme un chien, mais j'arrive pas à lever parce que personne me fait confiance. Et ça, c'est pas normal. Et Feed, par nos repas, par notre implication, par notre fondation Feedback et par les investissements que je fais moi à titre personnel, on essaie de remuer tout ça. Et je pense que quand il y aura quelques exemples, et j'espère que Feed pourra en être un dans quelques années, les gens se diront, si lui il l'a fait, je peux le faire aussi, parce que moi je suis hyper normal en fait. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que j'ai pas fait de grandes écoles, je suis pas très intelligent, j'ai pas d'argent, tu vois, mes parents ils avaient rien, personne m'a aidé, j'ai pas un cousin, un oncle. Quand tu parles avec les fondateurs, et là j'étais à Marrakech, on en parlait tout à l'heure avec plein d'autres fondateurs, bon, la plupart du temps, il y a toujours le père, la mère, la tante, l'oncle, ou alors son meilleur ami a de l'argent. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que t'es poussé, et c'est ce petit détail qui fait la différence. Et eux te diront, tu sais, j'ai quand même réussi par moi-même, hein. Oui, j'ai été aidé, mais ça fait pas tout. Ben, la réalité, c'est que ce petit coup de pouce, quand il manque, il fait toute la différence. Et moi, je l'ai vu parce que tout est compliqué quand tu pars d'en bas, et c'est là-dessus que Feed doit avoir un rôle à jouer. C'est hyper noble. Commission, et j'en connais moi personnellement pas beaucoup, effectivement, comme tu le dis, qui sont partis de rien, littéralement de rien, quoi. Et je trouve que le parcours est encore plus intéressant, évidemment, quand c'est le cas. Pour redescendre sur des sujets un peu plus pragmatiques, parce qu'on est là pour ça, du coup, tu définis ta promesse, ta mission, tes valeurs. Est-ce que tes valeurs, tu les mets sur ton packaging ? Les valeurs, elles doivent se ressentir à tout moment quand tu es au contact du service client, du packaging, de n'importe quelle personne de la boîte, de n'importe quelle publicité. Nous, c'est ambition, passion, résilience, détermination. On l'a imprimé sur tous les murs de la boîte. Et les valeurs, c'est assez simple à définir. Pour les trouver, vous interrogez les gens autour de vous en tant que fondeur et vous leur demandez quels sont les mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi. Et vous allez voir qu'il y a des patterns qui vont ressortir. Les gens pensent toujours aux mêmes mots. Ils vont dire, ah, toi t'es vachement déterminé, passionné, ou toi t'es comme ci, comme ça. Et la plupart du temps, c'est les valeurs de votre marque, parce que c'est ce qui fait votre authenticité. Et ce qui est exceptionnel, c'est que quand vous avez défini une promesse, une mission et des valeurs qui sont alignées avec ce que vous êtes, que vous ne vous travestissez pas, personne ne pourra vous copier. Et ça, c'est une force incroyable, parce que votre concurrent, il peut tout copier. Vos packaging, vos produits, il peut copier votre com, il peut recruter vos profils, il peut tout faire. Mais il y a un truc qu'il peut pas faire, c'est copier votre histoire. Et s'il essaie de se l'approprier, il la racontera moins bien que vous, parce que c'est pas la sienne. Donc vraiment, il faut travailler à fond dessus, et c'est une valeur que les founders ont tendance à délaisser. Et c'est vraiment dommage, parce que le jour où vous vendrez, que vous ferez l'exit final, c'est ça
que les gens vont racheter. Typiquement, Michel et Augustin, quand ils se font racheter par Danone, ils rachètent pas les produits qu'ils font. Danone peut copier les produits en quelques temps. Mais par contre, ils vont racheter cette énergie, cette nouvelle manière d'observer la société. Et pour rester dans les exemples de la food, c'est la même chose pour Eric's Bar qui est racheté par Kellogg's, Innocent qui est racheté par Coca. Il y a plein d'exemples avec des valorisations assez fortes. Et ce qui est racheté, c'est pas le produit en tant que tel. Évidemment, il faut qu'il y ait des chiffres. Si tu vends pas, c'est un problème. Mais c'est pas les chiffres qui rachètent en premier lieu. C'est ton histoire, c'est ton énergie, c'est la manière d'adresser le client. Et ça, le client, il est sensible parce qu'il achète beaucoup avec l'émotion et pas seulement avec son cerveau pragmatique, rationnel. Quand il est dans un rayon et qu'il hésite entre d'autres produits, ce qui va faire la petite différence, c'est le podcast qu'il a écouté, c'est la publicité qu'il a vue sur Facebook, c'est un article de blog qu'il a lu, et c'est là-dessus qu'il faut se différencier en tant que startup. Aller interroger les personnes qui me connaissent, qui sont autour de moi, pour leur demander comment ils me définissent, et c'est un bon départ pour connaître ses valeurs. Et ensuite, la transmission, là on est sur du pilotage et de la gestion, c'est hyper intéressant. La transmission donc aux clients, tu peux en parler, tu peux le mettre sur ton packaging, tu peux sensibiliser tes revendeurs, et à tes employés. Il y a un brand book, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans le package d'un employé qui arrive? Brand book, effectivement, nous, une semaine avant tout arriver, on envoie un mail avec plein de documents à l'intérieur, notamment sur la charte graphique, sur la bible de marque. On explique comment on fonctionne, pour vraiment qu'il s'imprègne de nos réflexes. Et dans la foulée, quand il fait ses premières journées, il va pas bosser avant 1 ou 2 semaines parce qu'on va le faire rencontrer tous les profils de la boîte, on va le mettre dans des pôles offline, online, marketing pour qu'il puisse s'imprégner. Maintenant on appelle ça des squads, c'est même plus des pôles d'ailleurs parce qu'on a repensé complètement l'org chart pour qu'il soit parfaitement horizontal et pas du tout vertical, et la personne va passer du temps avec les profils. L'org chart, organizational chart, mince. Bref, l'organisation de la boîte. Ouais, voilà, c'est l'organigramme. L'organigramme, exactement, je cherchais moi aussi. C'est l'organigramme, c'est comment on est structuré, qui sont les managers, et l'objectif, 2 c'est semaines avant de commencer à bosser. Ouais. C'est important pour nous que la personne qui rejoigne Feed coche les cases de la brand plateforme, et maintenant en fait je me prends plus la tête, j'essaie pas de faire rentrer un rond dans un carré. Si la personne ne partage pas nos valeurs, je le prends pas, même s'il a les meilleurs skills du monde. C'est-à-dire que tu peux m'envoyer Elon Musk, s'il a pas les mêmes passions que nous et qu'il a pas les mêmes valeurs de travail, de détermination, d'ambition, de résilience, on le prendra pas. Ça veut pas dire qu'on va prendre que des gens qui ont la même histoire que moi. Loin de moi cette idée, parce que l'objectif c'est d'être complémentaire et de s'apporter. On a des gens qui ont fait HEC, des gens qui ont fait les decks, mais il y a toujours cette revanche, tu vois. Il y a toujours cette envie de faire bouger les choses. Nous, on est presque là pour faire une révolution. C'est-à-dire que je pense que les grands changements sociétaux interviennent souvent avec un déclic. Et pourquoi ne pas être ce déclic? Pourquoi toujours attendre que ce soit les autres qui changent les choses, et que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat? Je pense qu'il y a vraiment des inégalités qui sont parfaitement injustes, et si nous on se bat pas pour les jeunes qui viennent d'un milieu difficile ou qui viennent d'en bas, qui le fera? Parce que malheureusement les gens qui réussissent ont tendance à oublier leurs racines, et c'est pour ça que moi je reste dans un petit appartement. Tous mes potes se moquent de moi parce que je pourrais prendre un bel appart et tout, et moi j'ai toujours mon petit appart de 40 mètres carrés, et je bosse dedans et je suis bien dedans, et personne ne comprend pourquoi je reste dedans. C'est pour pas oublier qui je suis et pour me rappeler qu'au final l'argent c'est pas la finalité, c'est plus un moyen, c'est plus une arme. Et c'est la même chose pour ton business. Je considère pas que le chiffre d'affaires c'est la finalité de la boîte, mais c'est plutôt de l'essence, c'est plutôt du fuel, pour aller finir ta vision et ta promesse. Et du coup une boîte comme Feed, quand on lance une fondation feedback où on va aider des jeunes, on va les accompagner à se dépasser, à atteindre leurs objectifs, c'est un vrai KPI à suivre, et ça te permet de rester positif même dans des années où c'est compliqué comme 2020, il y a le Covid, tout le monde perd du chiffre d'affaires. Nous on regarde pas que le CA, on se dit combien de personnes on a aidé avec feedback, est-ce qu'on a réussi à transposer notre mission, est-ce qu'on a rayonné, combien de mails on a reçus de personnes qui nous ont dit merci, grâce à vous j'ai été inspiré, j'ai quitté mon job, j'ai fait autre chose. Et c'est ce qu'on appelle nous les KPI Why, et on a des KPI Why dans chaque squad qu'on suit au quotidien, et ça c'est super important. Des KPI Why, donc tu as écrit ton Why, tu as écrit ta mission, ta promesse, tes valeurs, tu les transmets à tes clients, tu les transmets en interne avec le brand book en imprimant les valeurs sur les murs.
et tu as mis en place des KPI du why. C'est hyper intéressant. Tu peux nous donner des exemples? Ouais, les gens sont incentivés là-dessus, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent et ils sont pas incentivés que sur du chiffre d'affaires. Typiquement le offline, donc c'est vraiment pour ceux qui ont des sales dans leur boîte, les plus gros bourrins que tu puisses trouver, c'est des gens qui sont là pour faire du chiffre, pour placer des produits chez Franprix, chez Monoprix. On leur a mis des KPI why. L'objectif, c'est que quand ils négocient avec des acheteurs, qui négocient avec des enseignes, ils oublient pas de transmettre l'histoire de feed. Et un de leurs KPI, c'est par exemple de trouver des gens. On a créé une adresse mail qui s'appelle kpi@feed.co, y@feed.co, et ils doivent réussir à motiver les acheteurs à envoyer un mail où ils vont raconter leurs histoires, raconter les rêves inassouvis qu'ils n'ont pas osé faire, pour que nous, on puisse les aider et leur tendre des outils pour qu'ils puissent les réaliser, quitte à ce qu'on leur donne de l'argent. On a besoin de dossiers, en gros, comme s'ils nous envoyaient des candidatures à la fondation Feedback. Et ça a été hyper intéressant parce qu'au début, on l'a fait avec les négociateurs, les acheteurs. Après, on l'a fait avec les caissières. Typiquement, quand on passait dans un Franprix, je disais aux équipes, faites un flyer où vous expliquez qu'on a fait une fondation Feedback et qu'on est là pour aider des gens qui sont dans la galère à atteindre leurs objectifs. Et ils laissaient les flyers aux caissières. Ce qui fait que les caissières, elles se disaient « Ah ben ouais, mais moi j'ai ma petite nièce qui essaie d'aller à HEC, mais elle n'a pas les moyens, je vais candidater à Feedback. » Ou alors il y avait le chef de rayon qui disait « Ah ben moi j'ai mon frère qui a toujours voulu devenir un pianiste, mais il n'a pas les moyens. » Et les gens se sont mis à nous envoyer en fait des KPI et des mails en nous expliquant leur objectif personnel. Et Feed rayonnait à la fois en tant que marque, en tant que fondation, et c'était bénéfique pour tout le monde parce que quand on arrive chez Franprix, les gens nous aiment bien parce qu'ils disent ah ouais, les mecs de Feed ils sont sympas, ils essaient de nous aider. Et donc du coup on transfère et on rayonne notre why à un niveau qui était jamais envisagé auparavant parce que à la base un sale c'est un mec qui vient, il fout des produits en rayon, il s'en va, tu vois. Et il n'y a aucun échange. Et là, maintenant, avec cette notion de KPI, ils sont obligés, parce qu'ils veulent leur prime, de faire cet effort et ils réalisent au final que le fait d'en parler détend les négociations. Et à chaque fois que je fais une négo, juste après toi, j'ai une négo, je vais commencer comme ça. Je vais leur dire bonjour, mais avant de parler de produits, je tenais à vous dire qu'on a une fondation, on met 1% de notre chiffre d'affaires pour aider des personnes qui sont dans le besoin, qui ont envie de se dépasser. Si jamais vous avez un rêve qui est inassouvi ou quelque chose sur lequel on peut vous aider, ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui mérite selon vous d'être accompagné, n'hésitez pas à nous écrire à y@feed.co. Là, t'as planté ça, c'est très dur pour la personne après de te dire bon, je veux des discounts, je veux ci, je veux là, parce que tu l'as fait participer à ton histoire. C'est beau, c'est beau. Le temps file et j'aimerais bien parler un peu de distribution. Sujet suivant. Vous étiez l'année dernière à peu près à 50-50 en termes de CA entre retail, GMS et direct to consumer. Moi, je vous achète d'ailleurs en GMS. Pratique, j'ai fait 2 achats en ligne et je pense 7-8 en GMS. Ton apprentissage, ton enseignement après 2 ans, du coup 3 ans d'existence. C'est super intéressant, on est passé encore une fois par toutes les étapes, on a commencé online au tout début, très vite on a été contacté par Franprix, par Cécile Guilloux qui nous a poussé dans les magasins, ça a été un succès, donc on a ouvert Monoprix, Carrefour, Casino, Leclerc, Auchan, enfin vraiment toutes les enseignes possibles et inimaginables, ça nous a demandé beaucoup de travail. Au bout de 2 ans, 3 ans, on observe quand même que la GMS, c'est compliqué à exécuter. Quand le online, il suffit d'appuyer sur un bouton pour envoyer des ads à 400 000 personnes. Je simplifie, mais c'est un peu le résumé. On essaie d'être au maximum ce qu'on appelle une ONVB. Il y avait les DNVB, les Digital Native Vertical Brand. Maintenant, c'est les Omnicanal Vertical Brand de manière à pouvoir avoir 2 pieds. Et c'est intéressant parce que quand il y a une crise... Avoir 2 pieds ? Avoir 2 pieds, c'est-à-dire online et offline. Et du coup, c'est un peu comme une chaise. Tu vois, une chaise qui n'a pas 3-4 pieds, elle peut pas bien tenir. C'est la même chose pour une boîte. Si tu fais que du online et que pour une raison XY, tes livraisons s'arrêtent, comme ça a été le cas lors du premier confinement, c'est compliqué parce que tu fais plus de business. À l'inverse, si tu fais que de la GMS et que les magasins ferment, t'es coincé aussi. Ou que tu changes d'acheteur et que tu tombes sur un... Ouais, voilà, où tu tombes, voilà, on a tous été confrontés à un nouvel acheteur qui est hyper agressif et qui aime pas du tout tes produits. Le mec fait de l'ethnocentrisme, il va te dire moi je trouve que Feed c'est pas bien, je veux plus le vendre. Bon bah si c'est ton seul client,
t'es dans une situation compliquée. Donc toujours avoir plusieurs pieds, et nous c'est ce qu'on continue de faire. Maintenant je reste convaincu que l'online est une vraie opportunité de croissance pour les jeunes boîtes, et que c'est aussi ce que vont vouloir racheter les grosses boîtes. Online sur votre site ou online alors ça dépend Monoprix en ligne par exemple, c'est du... Monoprix en ligne, c'est un peu la même galère parce que tu as un tiers qui est dans tes négos, donc t'es pas responsable, t'as pas la data. Moi, je crois beaucoup à la data et je crois beaucoup au système d'abonnement. Nous, on a un abonnement sur feed.co qui cartonne et c'est là qu'on fait le plus d'argent parce que les gens s'abonnent et régulièrement, ils vont recevoir le même produit, peuvent faire évoluer leur abonnement, etc., etc. Pour eux, c'est moins cher, donc c'est hyper intéressant. Ça leur permet de pas avoir à sortir de chez eux, ils reçoivent la cam directement à leur porte, c'est super pratique. Ils payent pas la livraison, c'est génial. Et nous, ça nous permet de savoir qui sont nos clients, pourquoi ils consomment, de parler avec eux. Quand tu mets un mur entre toi et ton client, en l'occurrence la GMS, tu perds ces informations parce que tu sais pas qui t'achète, quel âge ils ont, d'où ils viennent, quelle catégorie socio-professionnelle. Et ça, c'est des informations qui sont importantes pour nous. Et tu maîtrises pas en plus, plus difficilement ton message. Ouais, c'est très dur. Un quart de rayon sur une dizaine de hauteurs d'étagères, c'est compliqué, quoi. Les deux sont nécessaires. Maintenant, il faut pas se voiler la face. Lors de ton exit, la plupart des industriels, en tout cas dans mon secteur, la food, vont plutôt acheter le digital qu'ils savent pas très bien faire, plutôt que la GMS qui maîtrise à la perfection, puisque eux peuvent te déclencher 50 000 ou 100 000 points de vente du jour au lendemain si tu rentres dans leur portefeuille. Donc j'aurais plutôt tendance à... des grosses commandes qui te permettent de rationaliser, éventuellement de rassurer des investisseurs, ou en tout cas de faire rentrer des gros billets, même si ta marge par produit est moindre. Exactement. Les ONVB, Omnicanal Native Vertical Brands versus les DNVB, Digital Native Vertical Brands, pardon. On en parle souvent sur le panier, je pense que chers auditeurs vous l'avez vu, mais moi c'est un peu mon constat l'année dernière. DNVB c'est bien, mais tu t'achètes de la légitimité, de la rationalité et aussi de la sérénité intellectuelle quand tu as plusieurs points de vente. Et le retail souvent est un accélérateur du business, quoi. Et du coup l'objectif, plus de GMS, plus de... On essaie de pousser vers le online parce que forcément c'est là qu'on accumule de la data, c'est là qu'on est au plus proche de nos clients, on peut leur communiquer notre message, par exemple on peut leur envoyer des mails, ce qui n'est pas possible avec la GMS, et ça c'est une vraie chance parce que quand tu envoies un mail, tu as une zone d'expression et tu peux leur parler de feedback, tu peux leur expliquer ta mission, ta promesse, beaucoup plus que juste sur une barre. Donc le online reste notre priorité. Après on a conscience que la GMS c'est important aussi pour toucher le grand public. Madame Michu elle n'est pas forcément prête à acheter de la nutrition online, donc il faut aller à son contact, il faut la rencontrer, et c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de dégustations dans les points de vente et que ça nous prend du temps, mais faut mettre le produit dans la main et dans la bouche du consommateur, surtout les nouveautés feed qui sont vraiment canon. On a eu à cœur de mettre le goût au milieu de nos sujets de priorité, et les nouvelles barres crispy notamment, c'est vraiment ce qui fait la différence avec nos premiers produits. On le voit comme un iPhone et c'est logique. Apple, quand ils sortent l'iPhone 12, ils ont plus l'iPhone 6 en magasin. Nous c'est exactement ce qu'on va faire. Là on va sortir de nouvelles barres et on va dégager toutes les anciennes qui sont moins bien, parce que les nouvelles sont tellement au-dessus, que ce soit en termes de nutrition ou en termes de goût, que ça fait du sens de réinventer le portfolio. Et on le voit avec les barres crispy, tous les consommateurs nous disent unanimement, autant j'étais pas forcément fan au début, maintenant c'est bon, et on a plaisir à venir utiliser du feed, et ça c'est une vraie mission. Ça nous a pris 3 ans mais on a réussi. Deux questions, c'est intéressant. Alors la première, c'est que vous avez donc réduit le nombre de refs. Ouais. Et pourquoi ? On a préféré réduire le nombre de refs parce que plutôt que de faire 50 produits qui étaient moyens, on préférait en faire 20 ou 30 qui soient top, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déception au moment de la consommation. Ça a été le cas quand on avait nos bouteilles plastiques. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est des bouteilles transparentes avec de la poudre et il fallait rajouter de l'eau et secouer, et le problème c'est qu'il y avait souvent des grumeaux ou le mélange n'était pas parfait, et du coup c'était ton premier contact avec la marque et il n'était pas optimal, et les gens ne donnaient pas une deuxième chance au produit. Et on réalisait qu'on avait fait énormément d'acquisitions, on avait dépensé beaucoup d'argent, et des gens achetaient 1 ou 2 fois et après ils arrêtaient. Et du coup, on a préféré faire en sorte qu'ils commencent avec un produit
qui est déjà un super produit en termes de goût, en termes d'expérience, et qui stick à la marque. Et là, on le voit depuis qu'on a fait cette stratégie, qu'on a coupé la plupart de nos produits. Les gens restent beaucoup plus longtemps acheteurs. Il y a des repeats et des cohortes, pour ceux qui sont familiers, qui sont bien meilleurs. Et c'est super de voir qu'au final, et c'est assez logique dans le pays de la gastronomie, la priorité c'est le goût, et t'as beau avoir le meilleur message et le meilleur équilibre nutritionnel, à un moment si tes produits sont pas agréables, les gens ils les rachètent pas. Et du coup, c'est ma deuxième question. On parlait des Crispy, qui est cette nouvelle barre, nouvelle série de barres que vous lancez, qui est meilleure que les anciennes. J'étais en train de me dire que tu es obligé de gérer ton stock pour éviter de trop jeter, mais il y a un moment où tu préfères qu'un nouveau client ait la nouvelle barre plutôt qu'une ancienne. C'est clair. Donc c'est presque du marketing, c'est presque un choix marketing. Le coût de ton produit que tu vas jeter ou que tu vas pas vendre, c'est le coût de conviction, la fidélité de ce nouveau client. Et dans tous les cas, nous, on jette jamais de produits. On va les donner avec la fondation. Donc, c'est ça qui est génial. On l'a vu pendant le Covid. On a donné 400 000 repas aux soignants, aux médecins, aux pompiers, aux flics. 400 000 400 000 repas. C'est entre 3 et 4 euros le repas. Ça fait une belle valeur marchande. C'était un énorme coût marketing. Un énorme coût, j'entends COUT. Ouais. Donc, au niveau, ça nous a coûté cher. Mais c'était aussi un beau coût COUP marketing, dans le sens où on avait prévu de faire de la télé, de la radio, plein de trucs, et en fait en plein Covid on s'est dit, plutôt que de dépenser de l'argent pour faire une pub télé qui va passer un peu inaperçue ou qui n'a pas beaucoup de sens avec le why qu'on essaie de s'installer, faisons en sorte de faire rayonner la marque et participons à notre petite mesure à aider le pays. Et on l'a fait avant que tous les grands groupes, LVMH et compagnie, se mettent à faire des sticks aussi ou à faire du gel antiseptique. Et c'était génial de voir que les startups, comme elles sont habiles, agiles et rapides, elles peuvent très vite avoir un impact. Et au final, ça nous a permis de toucher énormément de presse. On a eu beaucoup d'articles et ça nous a fait une awareness naturelle en faisant du bien. Et c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi à notre manière de faire du marketing, et on s'est dit on va arrêter maintenant de faire de la télé, arrêter de faire du métro, parce qu'au final t'achètes des clients mais pas pour les bonnes raisons, ils viennent t'acheter parce qu'ils adhèrent au produit, mais ils ont jamais entendu parler de tes valeurs ou de ce que tu faisais. Alors que si quelqu'un achète tes produits parce qu'il aime ta mission ou ta promesse, c'est complètement différent. Il va être beaucoup plus tolérant avec le produit et il va racheter autre chose, il va te donner une deuxième chance. Quelqu'un qui arrive juste en se disant le produit doit être bien, s'il aime pas le goût, il rachètera plus jamais. Par contre, quelqu'un qui se dit j'adore leur aventure, j'adore leur personnalité, j'adore ce qu'ils font, je vais goûter le chocolat. Bon, je vais pas aimer le chocolat, mais je vais essayer la pomme. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va aimer, forcément. Et là, ce client, il va rester et il va sticker à la marque. Tu l'as embarqué dans ton aventure plutôt que de remplacer un repas, en fait. Exactement. Tout simplement. Ok. J'ai encore plein de questions, mais le temps file. Peut-être la dernière sur l'international. Vous en êtes où actuellement et qu'est-ce qu'on prévoit pour 2021 ? Là, on est dans une quarantaine de pays online, une quinzaine. Donc desservi par votre site, voilà, vous, par notre Shopify, site internet, Shopify. Depuis le début ? Alors, on a une grosse aventure avec nos sites internet. Nous, on était sur Shopify au début et ça cartonnait. J'ai fait la pire décision de ma vie et je suis passé sur Magento 2. On a créé une équipe tech en interne et tout, mais ça nous a pris 2 ans et on a perdu vraiment beaucoup d'argent. On a compris que c'était vraiment pas notre métier. On est reparti sur Shopify. Et là, on est sur Shopify depuis 1 mois et ça recartonne comme avant. Donc, c'est incroyable. Vraiment, j'ai aucune action Shopify. Mais vous étiez passé sur Magento 2. Ouais, on était passé sur Magento 2. Donc, le projet a abouti. Abouti, mais c'était une cata. Rien qui allait. C'est vraiment... rien n'allait. C'était vraiment l'enfer, ce truc Magento 2. Et on est reparti sur Shopify. Et là, pour le coup, ça cartonne. C'est très simple. C'est immédiat. T'as même pas besoin de profil tech en interne parce que c'est fluide. Et nous, on a besoin, en tant que start-upper, d'être au contact de ce qui se passe. Et moi, j'adore être sur Shopify, sur mon application. En live, je vois tout ce qui se passe. Je sais comment sont les ventes. Je vois mes cohortes. Tout est automatisé. Et c'est en étant... en tant que fondeur au contact du quotidien que tu peux faire de belles choses. Les fondeurs, tu vois, qui deviennent très bird view, limite président de leur boîte, mais qui sont plus collés au business, ils peuvent plus faire de grandes choses. Moi, je pense vraiment que le fondateur doit rester au plus proche de ses équipes, avec une équipe horizontale, une équipe qui met les mains dans le cambouis, où l'information va très vite, où elle est horizontale, où il n'y a rien qui est caché, où tout le monde est incentivé de la même manière. Et c'est aussi ça que permet Shopify.
Merci Anthony infiniment. Écoute, je te réinvite avec grand plaisir si tu veux bien revenir pour parler pub et acquisition, parce que une boîte qui est grand public comme vous, B2C, et qui quitte la télé, on t'en parlait juste à l'instant, mais disons la publicité télé ou métro par exemple, ça aussi c'est très ballsy, c'est couillu, et je serais curieux de savoir où ça va. J'ai encore plein de questions, mais ce sera pour une autre fois. Avec plaisir. Merci infiniment pour ton temps, c'était un plaisir de te recevoir. feed.co, feed.co, et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.